Pour l'heure, on va ouvrir le troisième et dernier chapitre de cette matinée. Je vous l'ai dit en introduction pour ceux qui étaient déjà là, on va se pencher un peu sur l'efficacité de l'audace. Nicolas vient de parler avec Patrick de la communication qui a en effet beaucoup à faire et qui n'a plus rien à prouver. Néanmoins, on va interroger certains de ces éminents membres professionnels pour savoir à quel point il faut justement pimenter ou pas d'ailleurs sa stratégie de communication. C'est une des séquences de cette dernière partie. On entendra également les directrices marketing de Charal et du groupe Bell sur leur politique de diversification, sur le stretching de marque, puisque tout ça a un nom forcément américain. Puis on s'intéressera également à un des sens dont on a assez peu parlé, l'ouïe. On pense forcément plus au goût, au toucher et à tous les autres sens dont la vue. Mais l'ouïe est un vecteur aussi intéressant en termes de marketing en ce qui concerne la food. Bonjour là-haut. Voilà, pardon. Donc, pour ouvrir ce chapitre, le succès fut toujours un enfant de l'audace, nous dit-on. C'est Prosper Crébillon. Voilà, je vous l'apprends aussi. Poète dramatique français, grand rival de Voltaire, je ne savais pas, qui l'a écrit. C'était la Minute Culture, il en faut toujours une. Pour moi, la culture, c'est la culture pub. Et pour en parler, je vais inviter tout de suite Iggy Diez, qui est Chief Brand and Communications Officer de Eura, et Mathieu El-Kaïm, qui est président et directeur de la création d'Ogilvy Paris, à me rejoindre sur scène. Bonjour, messieurs. Bonjour. Si, ça va marcher. Ça marche toujours. Attends, on peut arrêter. On en a 15 normalement. C'est ça. Iggy, je disais publicitaire, mais en fait, tu ne l'es plus, puisque tu es aujourd'hui chez Eura, mais tu l'as été longtemps, de Santa en Argentine à Ogilvy à Paris, en passant par Londres. J'ai passé par Londres. On a un petit problème de micro, en effet. Est-ce qu'en régie, ça peut... Je vais en chercher un autre, sinon... Oh là, c'est mon bois. J'ai passé par... je suis né en Argentine, j'ai vécu à Londres, j'ai fondé une agence à Londres, après à Milan, après New York, et après je suis venu à Paris pour être le Global Client Leader pour Danone. Et il y a 3 mois que j'ai passé à côté des clients pour être le Chief Brand and Communications Officer pour Eura, que c'est une entreprise de la viande végétale. Qu'on connaît d'ailleurs, on en a déjà parlé un peu à l'occasion des précédents talks. Mathieu, donc tu présides Ogilvy Paris. On ne te présente plus sur la scène publicitaire française. Néanmoins, on peut le faire quand même. Ah ben non, ah si, ça marche. Oui, absolument, enchanté, ravi d'être ici avec vous. Mathieu El-Kaïm, présidente d'Ogilvy Paris. La pub est-elle encore audacieuse? On pourrait presque l'appliquer à tous les secteurs, puisque c'est finalement pas propre à la food. La communication a beaucoup changé. Je ne sais pas si jamais l'audace est toujours aussi présente. Mathieu, pour commencer, est-ce que vous pensez que la pub food, en l'occurrence, est toujours audacieuse? Je pense d'abord qu'il faut faire la part des choses entre l'audace et la provocation. C'est important de cadrer ça parce qu'on a souvent un peu tendance à confondre les deux. Alors, je vais me lancer dans une définition très rapide qui est très personnelle aussi, mais voilà, je vois moi dans l'audace la capacité à sortir un peu des sentiers battus et à aller s'aventurer, mais toujours avec une forme de réflexion et de stratégie derrière. Je vois dans la provocation la capacité à aller se cogner contre un mur en se disant que ça va faire rire les gens, évidemment, mais qu'est-ce que ça construit vraiment? Qu'est-ce qu'on raconte vraiment? Voilà. Donc, je pense que l'audace dans nos métiers est nécessaire. L'audace demande du courage, évidemment, parce que sortir des sentiers battus et sortir de notre zone de confort, c'est jamais forcément évident. Mais c'est une condition quasiment sine qua non pour créer de l'impact, en fait. Et la pub audacieuse dans les, 10-15 dernières années, si jamais il y en avait une à ressortir, qu'est-ce que ce serait pour donner une définition peut-être illustrée à cette notion-là? Mais, en fait, c'est assez marrant parce que... c'est assez marrant, ça me fait rire parce que je sais ce que je vais dire, mais c'est pas si drôle que ça, en fait. Mais
Au fond, pour moi, Bonne Maman, ça peut être audacieux. C'est-à-dire la communication de Bonne Maman, aller sur un territoire aussi tradi, la petite table avec la nappe, on dit rien de plus que amour, et on a confiance dans notre produit. C'est quasiment une forme d'audace dans le marketing aujourd'hui et dans la communication. Là où, à l'inverse, sortir les tambours, essayer de faire semblant d'être une marque super cool qui parle à la Gen Z ou à la Gen Y, peut d'un coup paraître audacieux et en fait complètement à côté de la plaque. Donc oui, bizarrement, je pense qu'au fond, et c'est un peu provoquant, Bonne Maman Bonne est Maman. pour Ok. moi une marque audacieuse. Iggy, est-ce que cette définition de l'audace résonne avec tes convictions? Oui, tout à fait. Tu dis oui parce que tu sais pas en fait. Arrête, on se l'est dit dans l'éloge. Ouais. Non, je pense que surtout pour moi, l'audace vient de ce que je trouve, c'est vient des nouveaux marques ou les nouveaux joueurs, par exemple la vie ou ces nouveaux, parce qu'ils n'ont pas peur à perdre rien. Ils sont jeunes, c'est facile d'être audace quand tu es jeune. Et après, on va parler. C'est pour moi, comme a dit Mathieu, mais je trouve que c'est plus séduisant quand les marques traditionnelles deviennent audacieuses. Et c'est un moment où nous regardons, nous entendons, pardon pour mon français, beaucoup de bruit des nouveaux marques, mais il faut regarder les marques traditionnelles quand ils sont audaces parce que pour moi, ça fait la différence. Sur la vie, je crois qu'on a les visuels. La vie, ils sont arrivés en affichage avec un fond rose à peu près aussi rose que le nôtre, avec des codes qui n'étaient pas forcément ceux du secteur. Pour Eura, vous êtes arrivé aussi avec des codes qui cassaient un petit peu les codes du secteur. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, simplement aussi, peut-être presque par opposition à ce que vous venez de dire? Est-ce que c'est casser les codes et surprendre? On a eu des problèmes avec cette billboard. On a été, comment se dit, Interdit d'affichage. Par Poursuivi. l'industrie de la viande animale. Mais ce que je trouve, et que par exemple, c'est très intéressant avec Eura, quand je suis entré, ils m'ont dit, nous ne sommes pas une marque avec un purpose. Nous sommes un purpose avec une marque. On a mis un purpose à les marques. On a mis une marque à les purpose qu'on avait déjà avant. Et je pense que ce n'est pas contre les codes des secteurs. C'est qu'ils ont une chose forte, un purpose très fort pour dire « je stand for ces valeurs ». D'accord. Et pour ceux qui ne parlent pas espagnol, il est écrit un hamburger de viande pollue plus que ta voiture. Voilà, d'où les poursuites engagées par les constructeurs automobiles. Ils nous ont demandé de retirer la publicité parce qu'il a été vu comme, je ne sais pas comment se dit, une provocation, mais qu'il n'y avait pas pas de preuves derrière. Pas de fax à l'arrière. Mathieu, dans l'actualité d'Ogilvy, on a justement vu passer une copie La Laitière qui était assez différente de ce qu'on avait pu voir, puisqu'on a découvert le fond. Alors, ce n'est pas La Laitière, hein, ça aurait pu, mais non. Vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour retravailler cette copie que tout le monde connaît très bien. Est-ce que l'audace aujourd'hui, c'est simplement justement de remettre au goût du jour, peut-être par les nouvelles technologies, des copies particulièrement fortes? On a un tas d'outils aujourd'hui dans la com qu'on n'utilise que trop peu en fait pour nos clients. La laitière, c'est drôle parce qu'une fois de plus, là, je suis Bonne Maman, La Laitière. Je suis sur des marques que j'adore, by the way, mais personne s'attend à ce que La Laitière fasse preuve d'audace à un moment. Et ce qui nous a plu, c'est juste qu'on a réagi à une vidéo où la plateforme d'intelligence artificielle DALL-E nous permettait de faire de l'outpainting justement et d'aller créer en fait ce qu'on ne voit pas d'un tableau. Au même moment, Vermeer, des chercheurs ont découvert dans le tableau de Vermeer des choses cachées. Et ça a fait l'actu. Donc nous, à un moment donné, on s'est dit, mais Vermeer, on a une icône exceptionnelle, elle s'appelle La Laitière, il faut y aller, quoi. On a été voir notre client, on a créé ce petit film en 24 heures, parce qu'au fond, c'est ce que nous permet une plateforme d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et on s'est vraiment dit qu'ils n'allaient pas l'acheter. On s'est dit, aucune raison qu'ils achètent ça. Intelligence artificielle, ils vont s'en foutre complètement.
Et ben, comme quoi, l'audace, elle doit être aussi du côté de l'agence et faire confiance à ses clients. Et aller se dire aussi que parfois, ils ont envie eux aussi de s'aventurer. Et quand on leur a présenté cette idée, ça leur a semblé évident. On l'a fait. Et en fait, ce qui est drôle, c'est les retombées. On a fait le 20h, on a été sur toutes les chaînes, on a fait je ne sais plus combien de millions de vues de la vidéo. C'était inimaginable avec la laitière. La leçon, c'est qu'on est resté qui on est. On s'est servi d'un outil, mais on n'a pas commencé à provoquer gratuitement avec ce personnage iconique. On est resté dans notre, dans notre sphère, entre guillemets, et je pense que c'est ça aussi qui a plu et qui a fait que ça a fonctionné. La complexité, c'est qu'il faut aussi s'adapter au public auquel on s'adresse, et notamment quand on parle de campagne internationale. Eura, aujourd'hui, Guy, tu pilotes plusieurs marchés. Ouais. Je ne sais pas exactement combien, mais l'Espagne, le Portugal, la France. Est-ce qu'on peut exporter des copies publicitaires aussi facilement que ça, notamment quand elles font preuve justement d'une audace dosée, mesurée? Oui, nous avons à niveau global 300 000 personnes, followers, qui ils viennent à la marque avec le même ADN. Ils viennent de la France, ils viennent de l'Italie, ils viennent de l'Espagne, ils viennent de Royaume-Uni. Et la marque a le même ADN, a la même personnalité, donc rien n'a changé pour la marque. C'est vrai qu'il doit voir quelles sont les nuances pour chaque marché, parce que parfois on a vu des problèmes pour être très provocatif. Par exemple, vous avez vu la pub de la sœur en Italie, ça a été un scandale. Parce que l'Italie, c'est très forte avec la religion, bien sûr. La religion. Mais en France, il y avait des groupes qui ont dit, OK, ça c'est pas bon, mais il est passé bien. En Espagne, rien de groupe a dit rien. Donc, parfois, on apprend à gérer un peu les nuances avec les marques, mais pour le moment, c'est très, très global. C'est une marque pour tout le monde. OK. Dans les gros succès d'efficacité, puisqu'on parle de ça, d'Ogilvy, il y a la campagne Aldi que vous aviez lancée pour laisser place aux nouveaux consommateurs, parce que c'est d'ailleurs la signature de la marque. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, ce cas-là, justement, parce que c'est quand même vraiment très français pour moi. Ça, c'est ce qui est intéressant, et c'est vrai qu'on a eu le plaisir d'accompagner le lancement d'Aldi en France il y a quelques temps. Et la première chose en fait qu'on s'est dit, c'est il faut absolument qu'on colle au marché en fait. C'est-à-dire justement des grandes valeurs un peu globales qui pourraient s'exporter. C'est un groupe allemand, j'imagine que vous le savez. Aldi à Londres, Aldi en Allemagne, Aldi en Espagne, c'est pas la même image. Et je crois que s'il y a bien un endroit où un secteur dans lequel le particularisme régional, local compte, c'est la bouffe. C'est la grande distrib, c'est la manière dont on consomme, dont on achète. Et alors en France, je pense que, d'ailleurs on a faim là, il est 12h15, la bouffe c'est là quoi. Donc c'est vrai, quand on a lancé Aldi, on leur a dit, faites pas comme les autres. Vous pouvez pas faire comme les autres. Vous avez un modèle qui n'est pas comme les autres, et on en revient aussi à la nécessité de respecter le produit. L'audace, elle vient parfois du produit, elle vient même d'abord et souvent du produit, du modèle, du purpose. C'est hyper intéressant ce truc de, en fait, on fait un produit à partir d'un purpose versus réfléchir à un purpose à partir d'un produit. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'Aldi, on leur a dit, vous avez un modèle différent, vous avez un modèle disruptif, vous avez un modèle en fait qui interroge la grande consommation. Vous savez quoi, l'audace, ça va être vraiment de l'assumer. Et donc d'interroger la grande consommation. Et donc on a lancé cette campagne où on a mis en scène la génération qui vient. Les ados, des ados qui penseront la consommation et qui pensent la consommation aujourd'hui bien différemment que leurs parents. Et donc on a interrogé la grande consommation. Est-ce que la grande consommation n'est pas parfois trop grande, justement? Et est-ce qu'il ne faut pas se mettre un peu plus à la hauteur des gens? Voilà, c'était un peu le fond du discours. Et ça, on peut le faire parce que le modèle d'Aldi le permet. Dans ce que vous citez comme exemple, il y a eu les challengers, les leaders au début des exemples cités, des challengers par l'exemple de la vie ou de Eura. Est-ce qu'aujourd'hui, l'audace reste l'apanage des challengers, comme on l'entend beaucoup? On pense notamment à Burger King qui était Grand Prix EFI l'an dernier, ou pas?
pour moi, c'est facile pour les challengers de trouver l'audace comme une manière de s'exprimer, d'arriver, de faire du bruit, non, et d'arriver à des personnes qui n'ont pas la possibilité d'arriver avec les dépenses, les media spend qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas d'argent comme des autres marques. Mais comme je dis avant, c'est ce que je trouve plus intéressant dans l'audace, c'est quand les marques traditionnelles sont audaces. Parce que les personnes, c'est ça quand les personnes disent ah, ça c'est d'être vraiment, je ne sais pas quoi, c'est dit valiente en espagnol, c'est courageux, non, de faire une décision comme ça avec une marque traditionnelle, je ne sais pas, McDonald's, c'est McDonald's, c'est courageux, ça pour moi c'est vraiment courageux. Burger King a déjà trouvé un espace où les personnes s'espèrent qu'ils vont faire des choses pour faire du bruit. Mathieu? Je crois que l'audace, en fait, pour toute marque est absolument impérieuse. En fait, si on compare nos marques, nos entreprises à des gens, en fait, c'est ce qu'on fait parfois avec des personas, hein, mais c'est souvent un petit peu faussé. Si on essaye d'être vraiment honnête et se dire nos entreprises, nos marques sont des personnes, moi j'aime bien prendre la métaphore de la classe en fait. Est-ce qu'on aime le premier de la classe? Pas toujours. Est-ce qu'on aime le cancre qui provoque tout le temps? Un peu de temps en temps parce qu'il nous fait marrer, mais est-ce que vraiment ça devient notre meilleur ami? Pas souvent. Est-ce qu'on aime et on a envie de traîner avec celui qui dit jamais rien et il se passe jamais rien, il participe jamais, puis on sait rien et pas vraiment. Et en fait, souvent, on se rend compte que les personnes dont on a envie de s'entourer, qu'on a envie de suivre, c'est les audacieux. C'est ceux qui sont surprenants, c'est ceux qui nous racontent des trucs, viennent nous parler, sont intéressants, sont intéressés, sortent des sentiers battus, ont le courage de faire quelque chose que nous-mêmes, on n'aurait pas le courage de faire. Et je pense que les marques doivent s'appliquer ça, en fait. Être le gars de la classe qu'on a envie d'aimer, avec qui on a envie de traîner. Et ça demande, oui, un petit peu de remise en question parfois, de courage, d'audace, et puis de comprendre bien la société dans laquelle on évolue, en fait. Merci beaucoup à tous les deux. D'ailleurs, là, on a vu les campagnes les plus efficaces d'après Kantar, mais les plus préférées des Français, pour reboucler avec les exemples que vous avez donnés, c'était cette année McDo, et BN et Bonne Maman, je crois. Donc Bonne Maman. Elles sont trop bonnes, les galettes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin pour cette culture publicitaire. J'avais préparé un film justement en parlant d'efficacité sur les campagnes les plus efficaces de l'année en matière dans le domaine de la food, dans le secteur de la food. 10 ans de prix EFI racontés par 10 films qui rappellent un peu l'instant présent et puis la façon dont les marques s'en étaient emparées. On ne va pas le diffuser. Voilà. Vous le retrouvez sur le site de CB News puisqu'on a commencé en retard. Mais c'est intéressant pour tous ceux qui réfléchissent à ces problématiques. Par contre, je vous l'avais dit, il y a